Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Une croissance économique à 2 chiffres. Voilà ce que le Sénégal devrait atteindre grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz. Des prévisions du gouvernement issues de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Durant une semaine, donc, les conseillers vont échanger sur l'exploitation pétro-gazière et la compétitivité économique du Sénégal. Bientôt, tous les vaccins du programme élargi de vaccination seront produits au Sénégal et cela grâce au vaccinopole de Diamniadio, un projet de l'Institut Pasteur d'un coût de 114 milliards de francs CFA avec comme objectif la production de 300 millions de doses de vaccins du PEV et de la COVID. Les autorités ont effectué une visite de chantier. Les détails à suivre. L'actualité ce mardi, c'est aussi la clôture de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Dans ce journal, un expert en sécurité analyse les enjeux de cette rencontre et décrypte le thème choisi cette année. Et comme tous les mardis, la rédaction vous emmène à la rencontre d'un self-made man. L'entrepreneur de ce soir est une férue de la mode qui a lancé il y a quelques années une ligne de vêtements à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de choisir ITV pour vous informer. Le Sénégal va atteindre une croissance à 2 chiffres dès le début de l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est ce qu'a fait savoir le ministre du Travail lors de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Durant une semaine, les conseillers vont échanger sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Mamadou Dia et Mafalfal pour plus de détails. Un concours de circonstances projette le Sénégal dans la phase de production du pétrole et du gaz. En 2023, une nouvelle ère d'un pays désormais pétrolier et gazier, la projection de l'impact de ces hydrocarbures sur l'économie du pays se fait à la deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Conseil économique, social et environnemental. Indéniablement, cela nous permettra de renforcer notre taux de croissance et d'atteindre les 2 chiffres, un objectif auquel son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, ne cesse de travailler avec conviction depuis son accession à la magistrature suprême. Le gouvernement n'hésite pas sur les mesures afin d'assurer la transparence et l'équité sur l'exploitation et la gestion de ces hydrocarbures pour en faire profiter les contemporains et générations futures. Une assurance du ministre du Travail. D'importantes dispositions légales ont été prises par le gouvernement pour anticiper cette exploitation et garantir non seulement une meilleure participation de notre secteur privé à cette activité, mais aussi une gestion équitable et transparente des recettes qui en seront issues. Le gouvernement dit nourrir beaucoup d'attentes à l'endroit de ces assises du Conseil économique, social et environnemental. D'ailleurs, un projet d'avis et de recommandation est attendu à l'issue des travaux. La qualité de la composition de notre Assemblée autorise d'attendre de nos travaux des avis et recommandations susceptibles d'améliorer la compétitivité de notre économie. Cette compétitivité pourrait passer par davantage de sécurité énergétique, une participation plus accrue du secteur privé national, le développement d'infrastructures de dernière génération, mais aussi le secteur pourvoyeur de richesses et d'emplois avec un plus grand recours au partenariat public-privé. La COVID-19 a confiné cette session pendant 2 ans. Cette reprise s'est articulée autour de l'installation des nouveaux conseillers nommés par le chef de l'État et l'adoption des projets de calendrier.
Et puis le quai du Môle 3 du port autonome de Dakar a été inauguré ce matin. Les travaux de réhabilitation avaient été lancés en juillet 2019 grâce à une subvention de l'Agence japonaise de coopération internationale. Le directeur général du port autonome de Dakar qui a présidé la cérémonie est revenu sur l'importance du Môle 3 dans les échanges commerciaux du Sénégal. Muntagassi est au micro de Babacar Ndiaye et Seydina Mbaye. Les missions et les préoccupations premières sur lesquelles nous avons travaillé les 2 dernières semaines consistaient essentiellement à travailler à la décongestion du port autonome de Dakar pour faire accoster l'ensemble des navires qui étaient en rade d'une part et d'autre part procéder au désengorgement des terre-pleins de tous les espaces actifs du port. À ce matin, l'ensemble des quais du port autonome de Dakar opèrent de manière efficace avec des navires à quai. Nous sommes ici au Môle 3, j'ai rappelé tout à l'heure, au niveau du quai 32, nous avons le bateau Buntu qui décharge des produits de consommation, en priorité. Nous avons aussi au niveau du quai 31 le Bosquet qui décharge le ski. Nous avons occupé le quai 213 avec le navire Véronica. Nous sommes au quai 23 en train d'opérer avec le Denis M. Le quai 15 est avec le Green Miles, le quai 17 est avec Jacob Selem, et puis le quai 14, on a fait déplacer en toute intelligence avec l'organisation Mercy Ship, on a déplacé le bateau Mercy Ship, bateau hôpital, du quai 14 au quai Selmer au niveau de Dakarna. Plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à l'inauguration du Môle 3. Parmi eux, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Pape Sagna Mbaye, a également insisté sur l'importance de cette infrastructure dans le développement du secteur de la pêche. Je vous propose de l'écouter. L'objectif de cette rencontre, c'était d'inaugurer le Môle 3, communément appelé quai malien. Et ceci, c'est le fruit de la coopération entre le Japon, représenté ici par son ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Kenji, qui a eu l'amabilité, avec moi et les autorités portuaires, de procéder à l'inauguration de ce quai de pêche. Ce quai, aujourd'hui, permet de transporter les marchandises du Sénégal vers le Mali. Et nous avons constaté de visu aussi l'immense travail abattu par le nouveau directeur général du port. Parce qu'il y a moins d'un mois qu'il a eu à prendre service. En 2 semaines, nous avons gagné 15 000 mètres carrés de terre plate, permettant une meilleure fluidité des marchandises déchargées au niveau de ce quai de pêche, au niveau de ce quai, pour pouvoir permettre aux acteurs portuaires et surtout aux acteurs maliens de procéder à l'acheminement très rapide de leur cargaison vers Bamako. Et pour participer davantage au développement économique du Sénégal, les acteurs de l'économie ont mis en place le collectif des acteurs pour le patriotisme économique. Et selon le coordonnateur de ce collectif, Babacar Ndiaye, des journées de patriotisme économique seront organisées très prochainement. Le voici au micro d'Adamassa et Astumbaye. Bon, ceux qui sont ensemble aujourd'hui dans le cadre du CAPEX, ils ont nourri des idées, beaucoup d'idées. Soit quand ils étaient à l'INACOA, soit quand ils étaient à la jeunesse, ou quand ils étaient dans d'autres organisations. Mais ils n'ont pas vu ces idées se réaliser dans les organisations où ils étaient. C'est pour ça qu'ils se sont retirés ensemble pour pouvoir mettre en œuvre ces idées de développement. Ces idées de développement qui partent du patriotisme économique, parce que nous avons vu aujourd'hui que quand même le pays est en train sur le plan économique de nous échapper. Et si on n'y prend pas garde, alors ça va être la catastrophe. Non seulement pour nous, peut-être nous, on n'a pas gagné encore l'autre rive, mais quand même on est plus près de l'autre rive que de celui qu'on a quitté. Mais il y a nos enfants, alors nous devons donc travailler pour ces générations futures. C'est dit quand même que Kaolack, c'est l'une des plus grandes villes économiques du Sénégal. C'est le bassin arachidier.
Mais il y a aussi le port de Kaolack. Moi, je vous parle en connaissance de cause. J'avais voté le budget parce que j'étais président du COSEC dans une autre vie. Alors, c'est moi qui avais voté le budget pour la réhabilitation du port de Kaolack. D'ailleurs, j'ai même eu un gerte d'or chez vous, que je n'ai pas encore mangé. Et après la formation du nouveau gouvernement, les passations de services se poursuivent. Hier, Pape Malick Ndour a passé le témoin à Djimo Souaré, nouveau coordonnateur du PRODAC. Les deux hommes ont échangé sur les dossiers essentiels concernant le programme des domaines agricoles communautaires à Midjouf et Mafalfal. C'est dans une ambiance chaleureuse, une série de discours, de remerciements et de témoignages que s'est tenue la cérémonie de passation de service entre Pape Malick Ndour et Djimo Souaré. Après les mots de bienvenue, l'ex-coordonnateur rappelle au nouveau DG les travaux déjà achevés, et ce, en cours du PRODAC. Vous avez aujourd'hui un coordonnateur qui est un passionné du PRODAC, quelqu'un qui s'intéresse au PRODAC, quelqu'un qui aime PRODAC. En effet, le président de la République m'avait confié comme mission de remettre le programme qui, il faut le dire, était confronté à de très nombreuses difficultés. Nous avons pu commencer le DAC de Sangalkam. Nous avons aussi eu à relancer le programme PDAS, qui aujourd'hui est dans sa phase de lancement. L'ex-coordonnateur demande au nouveau d'accélérer la cadence sur les DAC de Keur Sambakan et de Sangalkam. Il faudrait, Djimo, travailler à achever rapidement les DAC de Keur Sambakan et les DAC de Sangalkam. Ça sera tout à votre honneur. Donc moi, je pense que dès demain, dès lundi, tu vas recevoir tes équipes et ensemble, vous pouvez compter sur le soutien de la tutelle. Le nouveau patron du PRODAC témoigne de l'engagement et de la détermination du directeur général sortant grâce aux résultats obtenus et promet de continuer le chemin. De mon plein engagement à servir les intérêts uniques des populations, j'assumerai donc la conduite du PRODAC sur la voie du succès, sur la confirmation des étapes déjà franchies. Je voudrais profiter de l'occasion, Monsieur le ministre, pour vous remercier, vous féliciter pour le travail accompli et les résultats obtenus. Durant cette cérémonie, les deux hommes ont réitéré leur engagement à toujours travailler pour le développement du Sénégal. Le compte-rendu d'Ami Diouf qui clôt le chapitre économique de ce journal. Produire 300 millions de doses de vaccins, c'est l'objectif que s'est fixé l'Institut Pasteur de Dakar. Et pour y arriver, il a construit un vaccinopole à Diamniadio, une infrastructure qui sera dotée d'équipements de dernière génération, financée à hauteur de 114 milliards de francs CFA. Autorités françaises et sénégalaises ont effectué une visite du chantier. Les détails avec Babacar. Le vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar, situé à Diamniadio, va produire ses premiers vaccins dans moins d'un an. Les deux projets de l'Institut sont en cours de finition. Les deux projets sont très bien avancés, comme vous pouvez le voir sur le site. Donc on est à plus de 75% d'avancement. Et aujourd'hui, nous espérons d'ici milieu de l'année prochaine de terminer les travaux et puis ensuite passer à l'installation et qualification de l'ensemble des équipements. Ce qui nous permettra, on espère d'ici fin d'année, de commencer les premières productions. Les vaccins dédiés au programme élargi de vaccination seront aussi produits à Diamniadio. La première priorité, c'est vraiment les vaccins du PEV. Donc comme vous le savez, il n'y a que le vaccin fièvre jaune. Donc on a la fièvre jaune qui est produit en Afrique. Et donc l'objectif, c'est vraiment à très court terme d'augmenter notre autonomie, on va dire, en termes de vaccins PEV. La secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France en visite sur le site s'est réjouie de l'avancée des travaux. Un an plus tard, je vois les travaux avec des avancements très importants et je suis très content de voir ça parce que finalement, l'Afrique a tous les talents et toutes les capacités pour produire les propres vaccins sur son sol. L'Institut Pasteur va aussi travailler sur les vaccins des maladies rares pour mieux répondre à sa vocation de fondation.
Et lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Les autorités sanitaires se félicitent des progrès enregistrés et l'ont fait savoir lors du lancement de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant. C'était à Kaffrine. Adamassar et Astombaye nous en disent plus. C'est la région de Kaffrine qui a accueilli la 3e édition de la Semaine de la santé de la mère et de l'enfant, une occasion pour la représentante de l'OMS à Dakar de féliciter le Sénégal pour ses progrès en matière de lutte contre la mortalité maternelle. Les partenaires de la santé se félicitent et félicitent le Sénégal pour tous les progrès réalisés qui ont permis de faire passer le ratio de mortalité maternelle de 392 pour 100 000 naissances vivantes en 2010 à 236 pour 100 000 naissances vivantes en 2017, soit une réduction du nombre de décès maternels de 39,8%. Le taux de mortalité néonatale de 29 pour 1000 naissances vivantes à 21 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité infanto-juvénile de 56 à 37 pour 1000 naissances vivantes pour la même période. Cependant, les efforts doivent se maintenir et s'accentuer afin d'être au rendez-vous de 2030. Au niveau de la région de Kaffrine, 26 décès maternels et 239 décès néonataux ont été enregistrés en 2021. Connaissant l'engagement des acteurs de la région et au niveau national, je reste convaincu que cette présente édition de la Semaine de la santé de la mère et de l'enfant nous vaudra de réelles satisfactions. Le guide des prestataires que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a élaboré contribuera certainement à obtenir de bons résultats et à améliorer la qualité de l'accueil dans nos points de prestation de santé. Mesdames et messieurs, au niveau de la région de Kaffrine, 26 décès maternels et 239 décès néonataux ont été enregistrés en 2021. Ces décès sont souvent liés à la non-disponibilité du sang, aux problèmes de référence ou contre-référence, à l'accouchement à domicile ou au retard dû à un recours précoce, mais aussi aux grossesses trop rapprochées. L'élimination des décès évitables des mères, nouveau-nés, enfants et adolescents est le thème retenu cette année. Le Forum international sur la paix et la sécurité a été clôturé cet après-midi au Centre international de conférence Abdou Diouf. Ce soir, on vous propose donc de vous expliquer en termes plus simples le thème choisi cette année, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté, mais surtout de revenir sur les enjeux, décryptage avec Mohamedou Lamine Bara-Lo, expert en sécurité et membre du comité scientifique du Forum. Je pense avant tout que c'est un thème qui est opportun et qui est pertinent. Parce que parler de l'Afrique face au choc exogène, c'est remarquer que depuis une décennie ou plus, et même des décennies auparavant, des choses se passent en dehors du continent et le continent en ressent les conséquences. C'est le cas de la Covid plus récemment et aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, pays africains, sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, nous ressentons ces chocs-là. Alors c'est le moment de se poser la question. Quel est notre niveau de stabilité et de souveraineté face à ces chocs-là? Et en interrogeant ou en fouillant la question, on se rend compte que ces chocs exogènes remettent en cause la souveraineté de nos États. Et cette souveraineté qui est remise en cause à travers certains pans également de la vie publique peuvent impacter la stabilité des États. Et vous l'avez dit, l'Afrique aujourd'hui est traversée par plusieurs crises, plusieurs conflits. On a le Sahel, on a la région des lacs, on a la Corne de l'Afrique, on a le golfe de Guinée. Et face à toutes ces crises-là, les pays africains sont appelés à amener des réponses. Et ces réponses-là, comme on l'a vu avec la cérémonie d'ouverture, ne peuvent s'inscrire que dans un cadre multilatéral. Parce que les États individuellement pris n'ont plus les moyens et ne peuvent pas à eux seuls embrasser toutes ces problématiques-là. Raison pour laquelle le multilatéralisme est devenu de plus en plus, disons, un impératif.
Des propos recueillis par Amadou Barry. Et puis, participation du Sénégal à la Coupe du Monde au Qatar. Le ministère des Sports table sur 14 milliards de francs CFA pour accompagner les Lions de la Teranga jusqu'en finale. 327 personnes feront partie de la délégation sénégalaise au Qatar. Le ministre des Sports l'a fait savoir lors d'une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter au micro de Mohamed Khan. J'ai eu l'honneur de conduire sur instruction du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, mission de Doha, du 9 au 16 octobre dernier, dans le cadre de la préparation de notre équipe nationale à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Au moment où je parle, toutes les dispositions sont prises pour que l'équipe nationale sénégalaise puisse être dans d'excellentes conditions de participation à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Le départ des Lions pour le Qatar est prévu le 14 novembre, Inch'Allah. À partir de Paris, est-il que le budget qui a été élaboré pour la participation du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde jusqu'à la finale est évalué à 14 milliards de francs CFA. La délégation du Sénégal sera composée de 327 membres, plus précisément 26 joueurs, 29 membres de l'encadrement technique et administratif, les officiels et invités de l'État du Sénégal, ministère des Sports et de la Fédération sénégalaise de football, les membres des familles des joueurs qui seront au nombre de 52, 150 supporters, dont 80 du 12e Gaïdé, 40 de Alekaza et 30 de l'ASC Lebougui de Rufisque, des journalistes et techniciens des médias. À la rencontre de Fatou Bintou Diang, entrepreneur, fondatrice d'une ligne de vêtements. Sa boutique s'appelle Fabi Couture. Aïssatou Kane et Moussa Fall se sont rendus à son showroom pour réaliser la rubrique découverte de cette semaine. Regardez. Elle, c'est Fatou Bintou Diang, une férue de mode. Son aspiration est de confectionner des pièces pour rendre toute femme encore plus fabuleuse. Studieuse, diplômée en communication des organisations, sa passion a pris le dessus et dès l'âge de 16 ans, elle se lançait dans la mode. Je suis diplômée en communication des organisations, c'est ma profession, disons, qui m'était destinée. Et après avoir fait mes études, je suis rentrée à Dakar. Et j'ai décidé de me lancer officiellement dans la couture. Mais officieusement, j'ai commencé depuis que j'ai 16 ans. C'est une passion que j'ai toujours nourrie, mais officiellement, la boutique Fabi Couture existe depuis 2016. Et je me suis lancée dedans parce que, comme je te l'ai dit, je ne me suis jamais vue faire autre chose. C'était ça, c'est ce que je voulais, et je me suis battue pour ça. À seulement 20 ans, elle s'est lancé le défi de réussir dans la mode. Ses débuts furent difficiles et parsemés d'embûches. Un vrai parcours de combattant, parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai vraiment galéré dans le vrai sens du terme. Avant, j'étais là chez moi et je travaillais dans ma chambre. Dans ma chambre, c'était mon showroom, ma salle d'essayage et tout ça. Je sous-traitais les tailleurs avec qui je travaillais à Koloban ou encore ici dans le quartier. D'ailleurs, celui avec qui je travaillais aujourd'hui, c'est mon chef d'atelier, Oumar. Donc, c'est avec lui que je travaillais. Des fois, je veillais, je passais la nuit là-bas jusqu'à 6 h du matin. Des fois, je gâtais le tissu d'une cliente, il fallait rembourser, recommencer. Je n'étais pas là, je n'ai pas étudié ici. Et quand je suis rentrée, j'ai pris tous les objets de valeur que j'avais, perruques, bijoux. J'ai tout vendu et j'ai dit à ma mère, j'ai vu une boutique, je vais la prendre, je vais me lancer. Au début, il y avait une seule machine. Et on galérait avec. C'était un petit truc peut-être de 15 mètres carrés, un petit truc, ou peut-être maximum 20 mètres carrés. L'ouverture de sa boutique, un aboutissement, une fierté avec des tenues au style bien affirmé. Alors aujourd'hui, je gère une équipe globalement de 13 personnes. Entre les tailleurs, les gérantes, la community manager, le photographe, on est 13. Alors moi, je me suis toujours dit que je voulais une entreprise. Je ne voulais pas qu'on dise Fabi est une couturière, mais je voulais qu'on connaisse la marque Fabi. Je n'ai pas besoin qu'on connaisse mon visage, qu'on me connaisse, mais je veux qu'on connaisse mon travail. Donc je me suis toujours battue pour ça et je me suis entourée des meilleurs. Déjà, c'est très important.
Il faut savoir choisir son entourage, savoir ce que l'on veut et travailler avec des gens qui ont le même mindset que toi, qui ont la même vision que toi. Malgré la rude concurrence, sa particularité fait la différence. Moi, je n'ai pas de concurrent. La seule chose que je n'aime pas, c'est que quelqu'un fasse quelque chose de plus beau que moi. Dès que je vois que quelqu'un a fait un truc de plus beau que moi, ça me motive encore plus. Je me dis, je dois encore faire mieux parce que je dois être la meilleure. Mais je ne fais pas attention à qui coud et qui ne coud pas. C'est-à-dire que dès le début, j'ai essayé d'ajouter une valeur ajoutée à mon travail. C'est les un peu comme ce que j'ai porté, les chemisiers, les robes, les chemises. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voyez les chemises qu'on fait, vous allez vous demander si c'est vraiment du prêt-à-porter made in, peut-être Italie, etc. Parce que ça ne ressemble pas du tout à du made in Sénégal. Et je me suis toujours battue pour ça. C'est-à-dire avoir de très bonnes finitions, avoir une très bonne communication et avoir un travail soigné. Depuis peu, Fabi a lancé sa gamme de produits cosmétiques et avec Fabi Couture, elle arrive à réaliser beaucoup de choses. Moi, je rêve d'avoir mon showroom avec ma ligne de vêtements, avoir mes tenues en S, M, L, XL, avoir ce que j'ai aujourd'hui pour moi, c'est même pas la moitié du rêve que j'ai. Il ne faut pas tout le temps viser un gros bénéfice. Il faut parfois se contenter de peu et de voir sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire, bon, en décembre, je vais en vacances, c'est à cause de mon travail. Je peux me permettre aujourd'hui d'être indépendante, de payer mes charges qui sont vraiment aberrantes, de me gérer, de gérer tout problème financier que j'ai, de venir en aide aux gens, de payer des pères de famille, de penser à faire autre chose, c'est à cause de mon travail. Et je pense que la fierté et les accomplissements ne se résument pas à une voiture que tu as achetée ou à un truc, parce que chaque chose en son temps. Mais si aujourd'hui, avant 30 ans, toi, tu arrives à te prendre entièrement en charge, sans avoir à emprunter, à quémander ou à demander à qui que ce soit, avec une seule source de revenus qui est Fabi Couture, pour moi, je dois être très fière. Et je suis très fière. Constance et discipline comme maître mot, Fabi Couture est un rêve qui devient réalité. Pour cette jeune femme, prochaine étape, vendre son histoire avec sa propre ligne de vêtements. Et c'est la minute motivation de ce journal qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes en régie. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h. Bonne suite des programmes sur ITV.